Il est 18h, l'heure d'Info Soir. Bonsoir et bienvenue. Des coraux malades dans l'océan Pacifique. Leur couleur s'efface au fil du temps pour laisser place à la blancheur, signe d'une grande souffrance. En cause, le dérèglement climatique. 20 recommandations pour assurer la visibilité des Outre-mer dans l'audiovisuel public. Elles ont été présentées par la délégation sénatoriale aux Outre-mer. Mais pourront-elles être appliquées? Nous poserons la question au président de cette délégation, Michel Magras. Et puis rencontre avec une passionnée de la couture, la réunionnaise Fabienne Alagama. Elle a créé sa propre marque, des robes de mariée élégantes et glamour. Le dérèglement climatique a des effets néfastes, notamment sur les coraux. Ces animaux perdent peu à peu leur couleur à cause de la chaleur et deviennent blancs. À Moorea, en Polynésie, des chercheurs tentent de les sauver. Stéphane Ratino, Ismaël Tayatata et Patrick Tinsing. Voilà, quand il est blanc, c'est qu'il est malade. Les résultats des plongées se suivent et se confirment. Le corail prend des tons blancs, l'indice inquiétant de sa faiblesse, de la maladie qui attend. L'eau est chaude, plus de 29 degrés, et la moindre variation de température à la hausse est une menace consommée. Le corail s'affaiblit et rejette les algues, sa source nourricière. C'est beaucoup plus que les autres années où on en avait observé en 2016. Et c'est surtout que ça paraît beaucoup plus violent en fait. Les colonies certaines sont déjà totalement blanches, alors qu'on est juste, je dirais, au début de l'été. Et qui normalement il reste encore un mois de chaleur. Donc c'est vrai que c'est un peu inquiétant pour la suite des semaines. Le CRIOB cartographie des zones. La Polynésie est riche de ses coraux, une ressource naturelle particulièrement préservée au regard d'autres territoires. Mais cette année, l'observation tant à Moorea qu'aux îles de la Société indique un phénomène en accélération. Un corail blanc, c'est comme un corps malade. Quand le corail est blanchi, il va commencer à mourir, il va commencer à crever de faim. Si on perd tous les corails, déjà la Polynésie, c'est un des uniques endroits qui n'étaient pas très touchés, surtout l'île de Moorea et les archipels des Sociétés. Les scientifiques ont une fine connaissance des fonds marins, mais leur recherche vise à aller au-delà de ce constat. Face à cette réalité, l'idée serait de rencontrer un corail aux défenses immunitaires plus vives contre les ravages de la chaleur. On a une nurserie corallienne dans laquelle on essaye d'élever des coraux qui sont plus résistants au changement climatique. Donc, mais là, c'est une expérience qu'on tient sur du long terme. En ce moment, c'est le moment qui nous permet d'identifier nos boutures coralliennes qui sont résistantes par rapport à d'autres qui sont en train de blanchir et qui potentiellement vont mourir. Un combat à main nue, mais au CRIOB, la volonté et la détermination des chercheurs sont un viatique. Si l'on ne fait rien, les coraux vont mourir. Et pour lutter contre le dérèglement climatique, le gouvernement a lancé de nouvelles dispositions baptisées Trajectoire 5.0. Les effets devraient être garantis en 2030, l'objectif étant de permettre un développement durable pour lutter contre le changement climatique. William Cromwell, Emmanuel Morel. La trajectoire Outre-mer 5.0, c'est une nouvelle façon d'envisager les collectivités ultramarines. Des objectifs de développement durable à partir des réalités locales. Une nouvelle politique qui pourrait d'ailleurs faire école pour toute la France. C'est une trajectoire. Trajectoire 2030. Nous devons pouvoir y arriver, mais il faut se mettre en route dès maintenant parce que c'est une urgence. Mais il y a quand même eu des succès dans les Outre-mer. Les grands témoins l'ont rappelé. L'ancienne représentante de la France pour les négociations sur le climat souhaite d'ailleurs les voir prospérer. Je trouve que c'est la force de l'enjeu que représentent aujourd'hui les territoires ultramarins. Et donc, je trouve que c'est parfois loin, ces territoires, loin des centres de décision, mais c'est très près du cœur du problème mondial, et avec une grande légitimité pour l'expliquer. Et même le président est dans le coup. Aux 5 objectifs, 0 carbone, 0 vulnérabilité, 0 polluants agricoles, 0 déchets, 0 exclusion. Il en a ajouté un 6e par vidéo interposée. Le 0 lâcheté, le 0 déni de responsabilité, le 0 refus de voir. Nous avons un devoir de responsabilité face à ces défis. Défis sociaux, environnementaux, sanitaires, climatiques. La ministre a choisi la Tour Eiffel pour lancer cette trajectoire Outre-mer 5.0 en espérant peut-être le même sort. Le monument a été construit il y a 130 ans et 130 ans plus tard, il est toujours debout, solide.
Comment assurer la visibilité des Outre-mer dans l'audiovisuel public? La question se pose depuis l'annonce en juillet dernier de la suppression de la chaîne France-O. 9 mois plus tard, les premiers travaux des parlementaires sont rendus publics. C'est le cas de la commission du Sénat. Michael Bastide, vous avez assisté à la remise de ce rapport. Bonsoir. Quelles sont les propositions des sénateurs? Alors, les propositions des sénateurs sont rassemblées dans ce rapport de 171 pages dans sa version provisoire. Il résume ainsi 30 heures d'audition de 58 interlocuteurs. Il en émane donc 20 recommandations face au risque d'invisibilité totale des Outre-mer dans l'audiovisuel public. Alors que retenir justement de ce rapport? On retiendra donc la recommandation numéro 16. Les sénateurs partent du postulat qu'une présence renforcée des Outre-mer ne s'oppose pas à une chaîne dédiée à l'Outre-mer. Ils sont donc pour le maintien de la diffusion de France O jusqu'à horizon 2025, date probable de l'arrêt de la TNT, pour justement assurer un meilleur succès de la transformation numérique de l'offre ultramarine et la mutation de la chaîne. Et de rappeler que ce rapport n'a pas un caractère législatif. Les sénateurs donc invitent tout chacun à se l'approprier, à le lire, y compris au plus haut sommet de l'État. Merci beaucoup, Michael Bastide, donc en direct du Sénat. Alors, comment rendre visible le flux d'informations dédié aux Outre-mer? Avec nous sur ce plateau, Michel Magras, bonsoir. Vous êtes le président de la délégation sénatoriale aux Outre-mer. Parmi les recommandations, donc on l'a entendu, il y a le maintien de la chaîne France-O. Cela va à l'encontre de la décision prise dernièrement par le président de la République. Alors, comment est-ce que vous comptez faire en sorte que le gouvernement retienne cette proposition? Je ne peux pas vous apporter la garantie que le gouvernement retiendra cette préconisation. Mais le Sénat a fait un travail de fond avant d'aboutir à cette préconisation. Ce qui n'est pas le cas de l'annonce du gouvernement qui a été brutale et très très mal perçue parce que choquante pour les ultramarins. Et lorsqu'on est conscient du rôle fondamental que jouait France-O, à la fois pour le lien avec les populations entre l'outre-mer et la métropole, la diaspora ultramarine, mais aussi entre les premières entre elles et entre les premières et les chaînes publiques nationales, je ne crois pas qu'on puisse prendre une décision comme celle-là à la légère. Donc l'appel que nous on lance, c'est de demander vraiment à l'exécutif de bien vouloir réexaminer sa copie. Et nous pensons qu'il n'est pas trop tard pour réexaminer sa copie, d'autant que les préconisations que nous faisons sont beaucoup plus larges que le maintien de France-O. Le maintien de France-O jusqu'à 2025, c'est pour assurer la transition vers le numérique, mais nous avons fait aussi tout un panel de préconisations, une vingtaine au total, pour expliquer et pour demander avec force que les Outre-mer trouvent leur place sur les autres chaînes publiques. Sur la chaîne nationale, d'ailleurs, vous ne parlez pas de quotas, mais vous insistez quand même sur des points bien précis pour qu'il y ait, par exemple, de l'Outre-mer dans le journal de France 2, de l'Outre-mer également dans les programmes, mais pour s'assurer qu'il y ait une part d'outre-mer dans chaque programme, dans chaque rendez-vous d'information? Alors, le problème, c'est que la réforme ne viendra pas de nous. La réforme de l'audiovisuel est prévue par un projet de loi du gouvernement, mais en même temps, France Télévisions décide de sa programmation, ainsi de suite. L'important, c'est justement... Nous, notre souhait, c'est qu'ils tiennent compte de ces préconisations. Il y a des quantités de professionnels qui connaissent leur métier et qui sont mal représentés. L'outre-mer est souvent présenté sous des clichés que vous connaissez comme moi, la carte postale, les cyclones, la violence, les grèves. Et nous, ce qu'on demande, c'est qu'on soit représenté à notre juste valeur, les Outre-mer en général, et qu'on se retrouve dans l'ensemble des programmes comme n'importe quel autre Français de l'Hexagone ou d'ailleurs. Alors, vous avez présenté votre rapport aujourd'hui. Hier, c'est un groupe interparlementaire qui a fait également des préconisations. Les députés vont également rendre un rapport au mois de juin. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un gros malade et il y a beaucoup de spécialistes à son chevet pour tenter de le sauver? Je ne peux pas vous parler, moi, du travail. Bon, ça a été publié sous le thème intergroupe parlementaire. Ce sont essentiellement des députés, effectivement, et une sénatrice. Voilà. Mais nous avions fait notre travail avant. Maintenant, nous n'avons pas retenu les mêmes orientations qu'eux. J'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure. Le choix principal de retenir des quotas nous paraît extrêmement mauvais. Il est mauvais parce que les quotas ne répondent pas. Si vous voulez, les quotas vont aboutir à la fracturation de la France, donc de la République, entre des diverses populations, aux tranches de population. Ça n'a pas de sens.
Comment allez-vous établir les quotas pour expliquer que, encore faut-il que vous ayez une base pour définir un pourcentage? À quoi correspondrait l'idée de mettre comme quota 5 minutes d'outre-mer où on va parler de n'importe quoi pour cocher la case? Comment allez-vous établir la part de chaque territoire qui lui revient au prorata de sa population, de son étendue, de critères? C'est pas ça que les Outre-mer attendent. Donc nous n'attendons pas de politique de quotas, nous attendons une présence régulière, permanente, naturelle, qui intervienne à tout moment et surtout aussi la prise en compte du savoir-faire ultramarin. En un mot, si vos préconisations ne sont pas retenues, il vous reste encore la possibilité de légiférer lors de la présentation de la loi sur l'audiovisuel? Il nous restera la possibilité d'amender la loi sur l'audiovisuel, comme c'est le travail de tout parlementaire, à nous-mêmes, aux députés, puisque les députés ont l'habitude de reprendre les préconisations du Sénat. C'est un fait. Mais nous, ce à quoi on appelle, c'est justement, on demande à tout le monde de s'approprier ce rapport, de le lire, de le comprendre, et y compris au gouvernement, au Parlement, ou aussi à la direction de France Télévisions, de se rendre compte qu'on ne peut pas, les Outre-mer n'ont pas à servir de cobaye sur la transformation de l'audiovisuel, et il y a un risque majeur, je pèse mes mots, à décider brutalement de la suppression de France O, qui est une chaîne absolument importante, et on ne peut pas se cacher derrière des données comme l'audience. Merci beaucoup, donc Michel Magras, président de la délégation sénatoriale aux Outre-mer. Un journaliste de Mayotte la Première, Daniel Abdou, blessé lors d'un reportage. Il a été transféré sur l'île de la Réunion où il est actuellement soigné. Ce journaliste reporter d'images a reçu des coups de galet lors d'une opération de lutte contre l'immigration clandestine entre les Comores et Mayotte. Un gendarme a été également touché. Les projectiles ont été lancés par des hommes à bord d'une embarcation de fortune. Les faits se sont déroulés dans la nuit de vendredi à samedi. Arrêtons-nous maintenant sur la situation des structures chargées d'employer des aides à domicile. Aux Antilles, ces associations ne peuvent plus assumer leurs coûts de fonctionnement et cela peut avoir une incidence sur les auxiliaires de vie. Marilyn Plaisir, Bruno Pension-Villon. Marie-Claire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il te faut à manger? Sabine, c'est le rayon de soleil de Marie-Claire. Tu avais déjà de quoi qu'ils ont cuisiné pour le week-end? Oui, une partie, la viande c'est fait. La vie de Marie-Claire a basculé il y a une dizaine d'années après un AVC. Alors impossible pour elle de vivre sans une auxiliaire de vie. Je fais le ménage, je fais le repassage et le repas. Je fais la lessive, parce que Marie-Claire ne peut pas le faire, parce qu'elle ne peut pas trop se déplacer. Je trouve qu'il faut l'aider pour qu'elle puisse s'en sortir. Et ça l'encourage à pouvoir se remettre debout. Sabine travaille chez 4 autres personnes. Chaque mois, elle lui empoche près de 1 200 € pour 37 heures de travail. Mais parfois, ses salaires sont versés avec retard. On dépend du conseil départemental. Et ça peut arriver comme ça ne peut pas arriver, mais il faut s'attendre à toute chose. Car les associations qui emploient les auxiliaires de vie sont dans la tourmente. Leurs caisses sont vides. Dans cette salle, avec le président de leur fédération, elles tentent de trouver une issue à la crise. Nous avons du personnel formé. Nous avons une convention collective nationale que nous appliquons. Or, le taux horaire qui nous est appliqué n'est pas notre prix de revient. Chaque fois que j'envoie un salarié travailler chez un bénéficiaire, nous créons un déficit. Or, ces déficits ne sont pas pris en charge par la collectivité. Aujourd'hui, ces associations espèrent un coup de pouce du conseil départemental, principal financeur du dispositif. Quel drapeau et quel hymne pour la Martinique? La collectivité territoriale de l'île a lancé les votes sur son site internet, mais ce concours ne plaît pas à tout le monde. Alain Livory, Christelle Sivat. Voici les 3 drapeaux présélectionnés par la collectivité territoriale pour représenter la Martinique. Et ce qui saute aux yeux, c'est que les couleurs rouge, vert et noir ont disparu. Alors il y a le flamboyant qui représente l'arbre, le flamboyant, comme un symbole positif et fort de la Martinique en pleine floraison avec les 3 étoiles rouges. Ensuite, il y a l'Akaera qui signifie île ou pays en langue caraïbe, 3 couleurs, le vert pour la nature, le bleu marine qui symbolise la mer qui entoure la Martinique et le jaune qui rappelle entre autres le soleil. Et enfin, il y a l'Ipséité avec une conque de Lambie au centre
Singularité, combativité et union sont les valeurs que sont censés représenter ce drapeau. Au fait, ipséité se dit d'une personne qui a une identité propre et unique. En tout cas, les drapeaux retenus ne semblent pas convaincre ceux que nous avons interrogés. C'est qu'ils veulent faire disparaître toute trace d'une demande d'indépendance, d'une demande d'autonomie. Ils veulent nous donner un drapeau pour faire comme si on était autonome, mais on ne se le sera jamais, dans ce cadre-là en tout cas. Et moi j'estime que ce n'est pas par un drapeau, ils veulent faire disparaître toute trace de notre identité africaine. Les couleurs aussi, l'ipséite, voilà. Alors que la Martinique, c'est l'île aux fleurs. Voilà, donc ça doit être joie, gai. Voilà, on aurait bien aimé avoir des couleurs plus vives. Ça va apporter quoi au pays, le drapeau? Dis-moi, qu'est-ce que ça va rapporter? Il y a plus de problèmes que ça. Ça fait presque un mois, le pays est bloqué. Avec le transport, maintenant, vous occupez du drapeau, vous occupez ce qui est plus important. 3 hymnes ont également été retenus, la martiniquaise, il y a aussi Ensemble, Ensemble, maman si nous avancer, nous caille lever flambeau la liberté. Et enfin, L'Horizon. Pep Martinique, tout bouteille est riche nous, mettez au trouffant pour nous garder l'horizon. Vous avez 6 jours pour vous prononcer, mais d'ores et déjà, les défenseurs du drapeau rouge-vert-noir ont marqué sur les réseaux sociaux leur désapprobation quant aux différents emblèmes présentés. La Guyane fait partie des 5 départements français sélectionnés pour tester le pass culture. Comment l'utiliser et où? Pour répondre aux questions que se posent les jeunes bénéficiaires, le ministre de la Culture en visite dans le département est allé à leur rencontre. Hakim Ali Saïd et Yves Robin. Dans le rôle du professeur d'un jour, face à des lycéens très connectés, c'est un ministre de la Culture qui a tombé la veste. Ça vient d'être activé, d'accord. Décontracté, Franck Riester explique l'expérimentation du Pass Culture. 500 € disponibles immédiatement pour des jeunes de 18 ans, 500 € destinés à des activités culturelles. Pour le moment, peut-être acheter des livres. Mais aussi de pouvoir m'acheter des applications qui sont payantes normalement, des applications de dessin comme Photoshop. Outre-mer, la Guyane est le seul département où le Pass Culture est expérimenté. Avec les problèmes liés à l'enclavement de certaines localités, le Pass Culture pourrait, dans certains cas ici, permettre des déplacements sur les fleuves à la rencontre d'activités culturelles comme le Festival des Tréteaux du Maroni ou le prochain Festival international du film Amazonie-Caraïbes. Et l'idée à terme, c'est que l'application soit accessible à tout le monde, pas simplement aux jeunes de 18 ans. Une application qui géocalise les offres culturelles, une fenêtre sur le savoir, l'outil séduit la jeunesse. Place au football avec cette belle performance des joueuses ultramarines dans l'équipe de France féminine. Les Bleus ont balayé les Danoises 4-0. Et parmi les points marqués, 2 l'ont été par l'antillaise Delphine Cascarino et 1 par la réunionnaise Valérie Gauvin. Voilà, bravo mesdames. Rencontre maintenant avec une sportive qui jongle entre sa vie de tous les jours et sa vie de joueuse de rugby. Marie-Hélène Wanawe revient d'une blessure au genou. Elle est de nouveau titulaire dans son club des Amazones de Grenoble en top 16. Eric Santas et Emmanuel Giard. Marie-Hélène Wanawe est au plaquage, au combat comme toutes les Amazones de Grenoble en top 16. L'essai d'Alicia Martin contre Toulouse symbolise cette volonté de ne rien lâcher des Grenobloises, un peu à l'image de la Calédonienne, arrivée ici en 2017. On n'est pas encore professionnel comme les garçons, on a le boulot ou les études à côté, donc du coup on est obligé d'aller bosser ou d'aller à l'école et revenir aux entraînements 4 fois par semaine. J'ai la chance d'avoir une halle couverte quand il pleut ou quand c'est l'hiver, il y a la neige. Et oui, c'est vraiment sympa de s'entraîner et avoir tous ces moyens. Donc, voilà. Cette volonté est d'autant plus vraie pour Marie-Hélène, qui a souffert pendant presque 1 an. Par pudeur, elle ne parle pas trop de sa blessure au ligament croisé du genou. Au sein du club, tous l'ont soutenue pour qu'elle ne craque pas. Revenir comme cela est très fort.
La blessure, ça fait partie du sportif, donc du coup, on essaye vraiment de ne pas y penser, puis de travailler fort pour ça. Après, on essaye de passer du temps ensemble. Elle a beaucoup travaillé de son côté, mais après, on a essayé d'être tout un soutien moral et mental pour l'aider à revenir plus fort. Elle a montré l'exemple à toutes nos filles en termes de récupération de sa blessure. Et en tout cas, ce mélange des cultures apporte énormément au club. À 26 ans, elle s'est fait son chemin toute seule entre Bordeaux et Aix-les-Bains. Ici, la Calédonienne marche à la confiance. Elle a retrouvé aussi celle de son entraîneur, même si parfois l'arrière explosive qu'elle est ne s'engage pas encore à 100%. Elle met tout de son côté pour réussir. Les médecins disent souvent qu'il faut 11 mois pour venir à son niveau l'été. Donc là, il faut lui laisser un peu de temps. C'est quelqu'un qui a un gros potentiel, qu'il faut qu'elle reprenne confiance un peu en elle. Et après, dans 11 mois, je pense qu'elle sera très bien. Formée au stade calédonien comme Yolène et Yengo, Marie-Hélène garde aussi les ambitions intactes de retrouver son amie sous un autre maillot. Je garde toujours dans un coin de ma tête de porter un jour le maillot bleu et c'est entre autres pour ça aussi que je suis venue ici, pour prouver à tous ceux qui me suivent depuis le pays ou d'ici que j'en suis capable. Son optimisme lui a déjà permis ce comeback dans le top 16 féminin à Grenoble et ce n'est pas un déluge tombé lors d'un entraînement qui l'arrêtera. Et nous terminons avec des robes de mariée élégantes et glamour avec des dos nus plongeants, de la dentelle et des transparences, des créations signées Fabienne Alagama, styliste réunionnaise. Elle a créé il y a 12 ans sa propre marque, Nathalie Sarfati et Massimo Bulgarelli. Salazi, Takamaka, Maloya, Mascareigne, ce sont les noms des robes de mariée de la dernière collection de Fabienne Alagama. La styliste réunionnaise a créé il y a 12 ans sa propre marque. Installée dans la région parisienne, elle prépare actuellement sa nouvelle collection. Sa passion pour la couture ne date pas d'hier. Ma grand-mère avait une vieille machine Singer à Manivelle. Ma mère nous habillait en sur-mesure. À 15 ans, je transformais mes habits parce que je voulais pas être habillée comme tout le monde. Donc tout était fait à la main. Je découpais tout au grand désarroi de ma maman. Et à 18 ans, Fabienne Alagama quitte La Réunion pour Paris. Après une formation, la jeune styliste s'installe très vite à son compte. En quelques années, elle s'est faite une jolie réputation, habillant même la femme du fils de l'ancien président François Hollande. Ses créations sont élégantes, glamour, ultra féminines. Sa signature, de jolis décolletés dans le dos. On voit énormément la mariée de dos, finalement. Et je préfère faire un beau décolleté dos, je trouve ça ultra féminin, que de dégager énormément l'avant. Tous les tissus sont soigneusement choisis. Du tulle brodé, de la dentelle, de la mousseline de soie. Sa dernière collection est un hommage à son île, La Réunion. La Réunion est en moi profondément. Au bout de 10 ans, je me suis dit qu'il faut faire quelque chose, un clin d'œil sur La Réunion, justement. Les robes portent les noms de villes de La Réunion, parce que j'avais vraiment envie de mettre cette part, qui est moi, qui me représente, dans mes robes. Visite au showroom de Paris, avec Chloé, actuellement en stage de communication. La jeune femme originaire de Guadeloupe vient de rejoindre l'équipe. Rien de mieux que d'essayer des robes pour s'imprégner de l'univers de Fabienne. C'est pour ça que j'ai voulu faire mon stage chez Fabienne. Je ne connaissais pas du tout la marque. Donc j'ai trouvé l'annonce et j'ai regardé le site et les robes m'ont plu, je suis venue. Avec ses robes élégantes et sensuelles, Fabienne Alagama s'est imposée dans un milieu très exigeant. Ne pas décevoir, c'est primordial. Je pense qu'on a envie, quand on essaie de faire la robe la plus parfaite possible, quand on a la mariée qui a une banane, la maman, le sourire, là on se dit pari gagné. Un autre pari, vendre ses robes à La Réunion. En attendant, elle prépare sa prochaine collection. Une collection glamour et urbaine, symbole de sa ville d'adoption, Paris. Merci de votre attention. L'actualité se poursuit sur notre site et application La Première. Dans un instant, Elle Tome avec Sonia Kironi et ses chroniqueurs. Bonsoir Sonia. Bonsoir Karine. Qu'il y a-t-il au menu ce soir? Eh bien ce soir, nous allons parler du boom autour des salles de sport. La fréquentation a explosé depuis quelques années. On va en parler. On aura même une démonstration de crossfit, vous le verrez en plateau. Et puis, comme chaque soir, vous retrouverez la cuisine, l'évasion, la culture, les médias et des surprises et beaucoup de bonne humeur. Donc on vous attend avec toute l'équipe comme chaque soir pour une heure d'émission en direct, Karine. Eh ben écoutez, à tout de suite. On va faire, nous, un peu de sport avant de vous retrouver avec Couleur Sport Confidence. Excellente soirée sur France O et à demain 18h.
Merci.